Donc bonjour, je m'appelle Mariko, alors j'ai 60 ans, je viens d'avoir 60 ans. J'ai 3 enfants, je vis en couple avec ma compagne. Donc je viens d'un petit village qui s'appelle Thilloy-les-Marchiennes où j'étais maire jusqu'au mois de janvier dernier, où j'ai donné ma démission un an avant les prochaines élections. Donc oui, je suis la première élue trans connue. Disons, les gens m'ont élu en étant en connaissance de cause. Je n'ai pas fait de coming out après. Et donc j'étais vraiment... ça a suscité un engouement assez important par rapport à ça, quoi. Ce qui m'a beaucoup surprise par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a un maire par jour qui démissionne en France. Ça ne m'étonne pas. Dans les grandes communes, on a beaucoup plus de problèmes politiques, de harcèlement politique, de tensions politiques, de complexité des dossiers. Dans les petites communes, on a plus des problèmes d'intérêt personnel, des querelles de clochers, d'ego, de manque de moyens. On veut tout, mais on n'a pas d'argent. Donc je pense que c'est très différent. Les raisons de mon départ, c'était vraiment une accumulation. D'abord, le statut du maire, moi j'ai découvert en étant maire, parce que je pensais qu'il y avait quand même un statut respectable, c'est qu'en fait, être maire, ce n'est pas un travail. Donc quand vous avez été maire, on vous dit, vous n'avez pas travaillé. Bah si, j'étais maire. Donc ensuite, vous n'avez pas le droit au chômage, vous n'avez pas le droit à un reclassement. Il y a plein de choses, vous n'avez pas le droit, surtout quand vous étiez indépendante juste avant, vous avez encore moins de droits. La retraite, c'est pareil. Donc, la grosse partie de mes indemnités ont servi à financer un plan d'épargne retraite. Donc, j'ai travaillé presque bénévolement, en fait. Donc, moi, ça m'allait parce que j'avais des revenus, j'étais à l'aise financièrement. Mais si ça n'avait pas été le cas, j'aurais démissionné au bout d'un an, hein, ça c'est clair. Donc, vraiment, le statut du maire, c'est 10 heures de travail par jour, sans convention collective. Vous êtes d'astreinte 24 heures sur 24. Vous partez une semaine en vacances, pas plus, parce que quand vous n'êtes pas là, tout s'arrête. Une commune, ça veut dire quelque chose qu'on a en commun. C'est un peu comme un syndic de copropriété. Donc c'est un syndic de propriété où tout le monde veut qu'on fasse les peintures, mais personne ne veut payer les charges. Je prends un peu cette image-là. C'est un peu ça. Une commune, c'est quelque chose qu'on a en commun. C'est-à-dire tout ce qui se fait sur la commune est financé par les habitants. Ça, eux, ils disent c'est l'État. C'est un peu plus compliqué. Donc ils pensent qu'il n'y a qu'à demander, on devrait avoir. Combien de fois j'ai entendu, j'ai droit, je paye des impôts. Il y a une personne comme ça, je lui ai dit, c'est pas tes 200 € que tu payes de taxes foncières qui vont payer ton trottoir à 20 000 €. Donc les gens sont devenus des consommateurs de services publics et ils comprennent pas, ils commandent sur Amazon, ils sont livrés le lendemain, ils demandent au maire et 15 jours après, c'est toujours pas fait. Non, refaire une rue complexe peut prendre ça 15-6 ans parce qu'il y a tous les réseaux enfouis. Enfin, techniquement, c'est compliqué, financièrement, c'est compliqué, il faut des appels d'offres et ça prend du temps. Et les gens aujourd'hui veulent tout de suite. Première maire transgenre de France. Est-ce que c'était une fierté personnelle? Est-ce que tu étais ému? Non, moi, j'ai pas été ému. Voilà. Après, je vais pas nier que ça fait du bien à l'ego, parce que quand vous êtes une personne trans, vous vous cachez toute la vie, et qu'on vous montre comme un exemple positif, oui, ça fait du bien, ça reconstruit. Ça guérit un peu toutes les blessures, c'est vrai. Mais je n'ai pas senti une fierté, je ne l'ai pas fait pour ça. Je savais que ça n'existait pas, mais bon, je me suis dit, est-ce que c'est un sujet? Non, machin. Donc je pensais vraiment ça allait faire un peu de buzz dans le village, ou des choses comme ça. Et puis en fait, non, j'étais très surprise de l'engouement et du retour de beaucoup de personnes, trans ou non trans, qui dit bravo, c'est vraiment un bel exemple, c'est possible. Beaucoup de gens l'ont pris comme une ouverture de la société vers plus de tolérance et enfin de reconnaître les personnes pour leurs engagements et non pas pour ce qu'ils sont. Donc ça, c'était assez surprenant. Le modèle, ce n'est pas seulement pour les personnes trans. Beaucoup de personnes m'ont contacté en disant je n'osais pas, mais si toi tu as osé, moi je peux aussi oser. Donc effectivement, des personnes très variées, pas forcément des personnes LGBT, hein, c'est ça qui m'a beaucoup surprise. Et je dis oui, en fait, les gens ont dit il faut oser, quoi. Rien n'est impossible. Ouais, je pense que en fait, beaucoup de gens ont peur et en fait, quand ils surpassent leur peur qu'ils font, ils se rendent compte si j'avais su, je l'aurais fait avant. Et ça, c'est vachement important. Et je pense que la génération des jeunes aujourd'hui osent beaucoup plus que notre génération. Mais on me dit oui, mais tout est politique. C'est vrai. Le fait d'être élu comme maire trans, c'est politique. Le fait que j'existe, c'est un signe politique qui ennuie beaucoup de gens. Donc tout est politique. Mais je n'ai pas fait ça pour faire une action politique. Je me suis dit, j'approche de la retraite, j'ai fait un peu le tour de mon métier, pourquoi pas devenir maire, faire ça à mi-temps. Puis je me suis vite rendu compte qu'à mi-temps, c'était impossible. Je le suis devenu. Je pense que maintenant, j'ai une responsabilité morale de tenir ce rôle et d'aider et d'éclairer la voie pour d'autres. Mais ce n'était pas mon objectif. Moi, au début, je suis arrivé un petit peu naïf. J'ai travaillé beaucoup en entreprise privée avec des managers, avec des chefs d'entreprise, des cadres
qui ont des managers qui ont de la tenue, c'est-à-dire quand il y a une réunion pour un sujet, on traite le sujet, il y a un ordre du jour, il y a des comptes rendus, c'est normal. Là, vous arrivez dans une commune où les gens ils pensent que c'est le café du commerce. Ils ne respectent pas l'ordre du jour, ils veulent parler de ce qu'ils ont envie de parler. Donc si vous dites non, il y a un ordre du jour, on traite d'abord ce sujet, de toute façon c'est toujours toi qui décides, ben oui c'est normal, c'est la fonction de maire qui fait la police des débats et on ne peut pas traiter quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour. Psychologiquement c'est épuisant. Toi, tu as déjà eu beaucoup de menaces, d'agressions? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Une qui a d'abord fait l'objet d'une plainte, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de suite. Et en fait, il y a une espèce d'impunité, ils le savent. S'il ne se passe rien, ça les encourage. C'est vraiment assez difficile ce climat d'agressivité verbale, de problèmes d'ego, de menaces, de poursuites. C'est vraiment fatigant, quoi. En fait, les gens ils attribuent au maire souvent un pouvoir plus important qu'il n'est. Non, il y a des lois, il y a des règles. On est là pour les appliquer. On ne les fait pas, les règles, c'est les députés. Alors j'en dis des fois aux gens, vous n'êtes pas content, allez voir votre député, vous lui expliquez pourquoi la loi ne va pas, et peut-être qu'il fera quelque chose. Mais ce n'est pas au maire de faire la loi, de faire les règlements. Il y a énormément de lois, énormément de règlements, on est censé tout connaître. Si on se trompe, on peut être tourné devant les tribunaux pour abus de pouvoir, au tribunal administratif pour casser les décisions, etc., etc. Donc en plus, on a toujours cette épée de Damoclès de dire, si on dit oui à un truc qui n'est pas légal, je me retrouve devant un tribunal. Donc c'est compliqué. C'est compliqué, je ne m'attendais pas à autant d'agressivité. On travaille beaucoup, pourquoi? Parce que le matin, il faut se lever tôt. Là, on fait la tournée de la mairie pour les ordres du jour, enfin voir qu'est-ce qu'il y a à faire dans la journée, les urgences, traiter les urgences, signer les papiers urgents. Donc pendant 1 heure ou 2, vous êtes à lancer, voir avec les ouvriers municipaux qu'est-ce qu'il y a à faire, les problèmes du jour, donc il y a ça. Après, vous attaquez les courriers, les réponses urgentes. Après, à midi, vous avez des réunions d'élus. Plein de choses se déroulent pendant l'heure du midi parce que les élus ou autres ne se rencontrent que pendant l'heure du midi. Vous renchaînez l'après-midi avec des réunions. Et le soir, vous avez encore des réunions d'élus, intercommunalité ou autres. Donc vous démarrez à 8h du matin, vous terminez à 8h du soir. Et le samedi ou le dimanche, il y a des commémorations, il y a des événements où tout le monde, si vous ne venez pas, vous faites immédiatement critiquer, etc. Donc oui, c'est une charge de travail assez importante. Et puis entre deux, vous travaillez à la maison, vous n'avez pas le temps, la mairie est fermée, donc vous continuez, vous avez trop de travail, donc vous travaillez à la maison. Donc c'est non-stop. Moi, je voulais faire bouger les choses dans mon village, qui était, en fait, mon village, c'est 1/3 de ruraux et 2/3 de néo-ruraux. Donc c'était un peu un village dortoir. Je voulais redynamiser, lancer les trucs. Et c'est un peu un échec, puisqu'au final, tout le monde est reparti dans ces petites guerres de clochers. Bon, j'ai quand même un bilan qui reste très positif. Une crèche qui a été installée, un nouveau réfectoire, un nouveau système de restauration, tout a été informatisé, le déploiement de la fibre, j'ai augmenté les capacités d'autofinancement de la commune. Enfin, il y a eu un gros travail. Moi, j'ai travaillé comme une chef d'entreprise, en fait. Voilà, donc, on a refait 3 routes, une rue. J'ai oublié ça, donc c'est des gros travaux. Donc oui, j'ai un beau palmarès, ce qui a aussi agacé certaines personnes. C'est pour ça qu'ils m'ont attaqué plus sur ma personne que sur les projets, parce que c'était pas, beaucoup de choses ont été faites, quoi. Donc j'ai cette satisfaction-là et c'est dommage. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Mon principal échec, c'est pas de créer une dynamique positive. Les personnes qui ont créé un mauvais climat dans le village les décennies avant ont recommencé. La grosse surprise dans l'administration de la commune, c'était le retard. Le retard dans tout, en informatique surtout. Je suis arrivé, il n'y avait même pas de PC dans le bureau. Donc il n'y a que la secrétaire qui avait un PC. Là, je suis reparti, il y avait 3 postes de travail. J'ai dû tout moderniser et tout le traitement était papier. Donc l'outil qui marche le plus dans une mairie rurale, c'est la photocopieuse. Moi, j'étais sidéré. Je travaillais dans une entreprise où il n'y avait plus de papier depuis des années. Tout est virtualisé, on travaille sur des portables, on s'envoie des mails. Et en fait, non, là, tout était papier. J'ai complètement halluciné. Après, dans la manière de travailler, notamment sur les processus d'achat, c'est complètement ahurissant. Le retard qu'on prend, les gâchis qu'on fait. Pour moi, par exemple, quasiment tout ce que les communes achètent sont 30 à 50% trop cher. C'est important pour moi de redynamiser le village avec des activités, tout ça, mais on sent bien que c'est un village où les gens ne voulaient pas trop bouger, quoi. À part 15-20 personnes,
La plupart, soit se sentaient pas impliqués, soit ils avaient d'autres chats à fouetter. Et je le comprends moi-même, j'ai été comme ça longtemps, parce que quand vous travaillez, vous partez le matin à 8 heures, vous revenez à 19 heures, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous impliquer dans la commune. Donc c'est logique. Donc ceux qui s'impliquent, c'est les chômeurs, les retraités, les mères de famille qui sont mères au foyer, les mi-temps, mais les autres personnes, ils s'impliquent peu. Puis la vie moderne, aujourd'hui, les parents, le samedi matin, ils conduisent les enfants au foot, à la piscine, etc. Le samedi après-midi, en fait, les gens ont peu de temps disponible dans les petits villages pour participer à des activités, quoi. La goutte de trop, mais vraiment la goutte de trop, c'est que devant les incivilités, les agressions, le préfet nous disait toujours, n'hésitez pas à porter plainte. Mais en fait, quand on porte plainte, ça n'a pas de suite. Et par contre, ça jette de l'huile sur le feu. Il n'y a jamais de suite sur... Donc là, sur 3 plaintes, pour l'instant, j'ai toujours pas de nouvelles. Donc je pense qu'il y aura un jour des nouvelles là-dessus, mais c'est très long. Et dans tous les cas, les plaintes pour diffamation, etc., sont très peu considérées par la justice. Ils considèrent que c'est la liberté d'expression. Mais moi, je suis désolé, parce que la liberté d'expression, ça se fait dans le conseil municipal. On a des élus pour ça. C'est pas tout le monde qui a le droit de dire n'importe quoi, de désinformer, de diffuser des fake news, d'attaquer les personnes sur leur physique, sur les réseaux sociaux. C'est pas ça la démocratie. Et ça, c'est pas les attaques personnelles, la démocratie. Donc aujourd'hui, la justice, surtout, d'ailleurs, on le voit sur des grands procès en diffamation, des gens qui se retrouvent condamnés pour des propos odieux sont condamnés à 1 500 € de dommages intérêts. Enfin, on rigole, quoi. C'est l'euro symbolique. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, tout le monde peut déverser sa haine et les mensonges. Moi, j'ai subi des campagnes de diffamation, de mensonges, de tromperies. C'est l'impunité totale. Donc quand on m'a dit, en fait, ta plainte, parce que ma 3e plainte, on m'a dit, de toute façon, il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite. De toute façon, les tribunaux condamneront jamais. Ils vont dire que c'est la liberté d'expression. Donc j'ai dit, je retire ma plainte. Et comme j'ai retiré ma plainte, j'ai été condamné à payer les dépens de la partie adverse. Donc non seulement j'étais la victime, j'ai décidé de retirer la plainte, de calmer le jeu, et en final, je me suis retrouvé condamné à payer les dépens de la partie adverse. On a diffusé des photos de ma voiture avec la plaque d'immatriculation, des photos de chez moi, etc. On a fait circuler des bruits sur ma vie privée, y compris mon couple. Non, oui, j'ai eu des beaux échantillons, quoi. J'ai jamais été vraiment attaqué par des gens en dehors du village, quoi, pour des intérêts personnels. En fait, ce qui a fait beaucoup de tort dans les villages ruraux, c'est le ZAN, c'est la loi zéro artificialisation nette, qui a stoppé tous les permis de construire dans les petits villages, en gros. Les petits villages ruraux restent ruraux. Donc il y a une espèce de coalition entre les personnes transphobes, homophobes, ceux qui avaient des intérêts perso, ceux qui avaient des problèmes d'ego, ceux qui un jour on leur a dit non de manière justifiée, qui estimaient qu'ils allaient se venger. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est facile à faire mousser sur les réseaux sociaux. Après, qui va faire le boulot, ils devront le faire, parce que là, il ne va plus rien se passer dans la commune. Malheureusement, je pense qu'il y a un problème de fond dans la société. Ce qu'on vit au local, on le vit à l'international, on le vit au niveau local, quoi. Enfin, on le vit à tous les niveaux, notamment la perte de sens, la perte de confiance dans le politique. Le ou la maire est la victime prioritaire, quoi. Alors j'en ai entendu sur Macron, sur les écolos, sur l'économie, sur la guerre en Ukraine, comme si j'étais responsable. C'est vraiment dommage, je trouve. Alors moi, j'en ai tiré quand même beaucoup d'expériences positives. Pour moi, c'était une expérience de vie extraordinaire. Enfin, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais imaginé rencontrer. Ça m'a ouvert énormément de portes, de pouvoir parler, de pouvoir passer des messages. Ça a été aussi pour moi une expérience qui m'a renforcé, en fait. Voilà, pour moi, ça a beaucoup de côtés positifs, plus au niveau national qu'au niveau local, d'être un rôle modèle pour dire aux jeunes allez-y, vous pouvez y aller. Donc voilà, je pense que moi j'en tire quelque chose de positif, j'ai pas de regrets. Voilà, au contraire, je me dis, j'étais un peu gêné d'arrêter mon mandat en me disant qu'il va reprendre la suite. Là, ils se sont précipités pour la reprendre, donc quelque part, il va falloir qu'ils démontrent ce qu'ils sont capables de faire. Pour moi, le scénario le plus facile, c'est quand même la petite ville, parce que le maire a quand même cette proximité, mais il s'appuie quand même sur des équipes suffisantes. Il peut déléguer. Dans un village rural, on ne peut pas déléguer, il n'y a personne pour le faire. Et dans une grande ville, il y a toutes les problématiques de la lourdeur d'une grande ville.
Moi, quand je vois ce qui se passe dans les grandes villes, dans les conseils municipaux, les pavés enfin, je me dis, c'est lourd, c'est très très lourd, c'est absolument pas agile, c'est pas dynamique, tout est compliqué. Le moindre truc, ça bloque pour un aspect juridique, pour un aspect... Enfin, tout est compliqué. Donc franchement, c'est difficile d'être maire d'une petite commune, mais je pense que maire d'une grande commune, ça doit être infernal. C'est gérer une entité avec des moyens personnels, une grande commune, c'est déjà un truc compliqué à gérer. Pour moi, je pense que le plus confortable, c'est quand même la petite commune qui a les mêmes contraintes que les grandes et les petites communes, mais plus de moyens en hommes, en ingénierie et en finance. Je pense que tous les maires enfreignent la loi tous les jours par méconnaissance, quoi. Il y a tellement de règlements et parfois des règlements qui se chevauchent. Moi, ça m'a sidéré aussi. Hein. Donc, vous êtes permanent à gérer des conflits avec d'autres acteurs publics, des opérateurs, des acteurs publics, sur des interprétations des textes. Je pense que sur la fonction exécutive, les pouvoirs de police, etc., j'étais très surprise de voir qu'en fait, on a vraiment un circuit très court. C'est ministre, préfet, maire. On dit le millefeuille. Non, c'est pas vrai. Au niveau d'un maire, le maire est sous les ordres du préfet. Et le préfet est sous les ordres du ministre. Donc il y a cette efficacité sur court terme. Ce qui est plus compliqué, c'est tout ce qui est à côté. C'est-à-dire les investissements. Il y a des demandes de subventions qui sont très lourdes. Il faut faire une espèce de millefeuille de subventions, un petit peu du département, un petit peu de la préfecture de l'État, un petit peu de la région, avec des compétences. Alors, nous, on finance les trottoirs, mais pas la voirie. Nous, on finance l'espace vert, mais pas le trottoir. Donc, on essaye de faire un millefeuille, un montage. En fait, le montage du dossier est compliqué en lui-même. Il y a ce millefeuille-là, cette complexité, ce qu'on appelle de l'ingénierie publique, qui fait que, par exemple, faire une route peut prendre 5 à 7 ans. Alors les gens ils disent « ouais, je ne comprends pas, il y a un truc là, ça n'avance pas ». Ben oui, parce qu'il y a tellement d'acteurs en jeu qui se renvoient la balle, et c'est un peu le jeu du Mikado, le premier qui bouge, il a perdu. C'est un peu ça. Donc le seul moyen d'avancer, c'est que le maire s'implique, devienne l'emmerdeuse publique numéro 1. Alors c'est respecté quand on voit que c'est pour la commune, hein, mais oui, moi j'ai passé mon temps à embêter les gens, hein, sinon, ça n'avance pas. Et moi, en fait, tout ce que j'ai réussi à le faire, c'est souvent en passant outre, en fait, l'État, les conventions, les trucs. Pour faire une convention avec la CAF, ça prend 3 à 4 ans. Bon, un mandat, c'est 6 ans, vous avez commencé à voir les trucs. J'ai fait une demande de réintroduction du village dans le parc naturel Scarpesco, qui était de droit. Ça a pris 4 ans. Parce qu'il y a un courrier qui n'a pas été signé, qui traînait sur un bureau dans un ministère. J'ai dû attendre 4 ans. C'est ahurissant, quoi. Enfin, je suis une personne très humaine, donc voilà, je m'énerve pas facilement, j'essaye de comprendre avant tout, etc. Et souvent, les gens, quand ils viennent vous voir, c'est qu'ils sont déjà... ils ont accumulé de la tension pendant longtemps et ils viennent se décharger sur vous. Donc, je me rends compte qu'en fait, oui... les plus grandes satisfactions que j'ai, c'était soit avec les enfants, soit avec les personnes âgées, parce qu'elles ont du recul par rapport à tout ça. Puis les personnes âgées sont souvent la mémoire du village. Mais c'est impressionnant, quoi. Sur 3 générations, ils vous racontent tout, ils savent tout. C'est le Google. Il y a un gars du village, je l'appelais le Google humain. En fait, tu tapais une requête, il dit « Ah oui, bah ça c'est un tel, c'est machin. Même la pente des fossés, il les connaît. Oui, le fossé va dans ce sens-là, le machin. » Oui, bah c'est bien, merci. Enfin, c'est rigolo, quoi, cette tradition orale où les gens parlent. Un tel est marié à une telle, il a eu une petite fille qui est partie, voilà, qui est devenue ça, etc. Ouais, c'est assez étonnant, quoi. Donc on apprend, oui, beaucoup de choses. Et il faut faire la part des choses. Et combien de fois je dis aux gens, mais laisse tomber l'histoire du grand-père qui a laissé son bœuf dans la prairie d'à côté, qui ne s'est jamais excusé. Je dis, ça fait 3 générations, tu ne veux pas laisser tomber, quoi. Ou alors oui, mais celui-là, quand il passe, je l'arrose avec mon tuyau d'arrosage. Mais je dis, t'as pas honte, une personne âgée, pourquoi tu fais ça? Ah il l'a bien cherché. Je dis, la personne a 85 ans. C'est quoi ton comportement là? Et des trucs surréalistes. Je dis, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de petites gens, dans le sens vraiment des gens qui n'ont pas de grandeur d'âme, qui sont juste moi. Et je vais me venger et je vais... La petitesse de certaines personnes, oui, qui sont renfermées sur leur petit quotidien et tout devient un problème, quoi.
La solitude du chef d'entreprise ou du manager, où parfois, au final, tout le monde râle, mais dès qu'il faut s'impliquer, il n'y a plus personne. Si j'interroge le conseil, ça va prendre 3 semaines. Si je prends la décision maintenant, c'est terminé. Demain, on n'en parle plus. Et puis les gens viennent te voir en disant « Oui, mais tu as fait ça sans nous demander notre avis. » Ben oui, mais je fais quoi? Quand je t'envoie un mail, tu réponds pas. Quand j'organise une réunion, tu viens pas. Et après, tu dis « Je suis pas au courant. » Mais c'est pareil en entreprise, hein, combien de fois je l'ai vécu ça. On fait de la communication, les gens disent bon, on n'est pas au courant. Ben, on a fait 3 communications, on a même eu où tu as répondu, mais tu dis que tu n'es pas au courant. Mais ça, c'est classique dans l'être humain, il n'est jamais au courant. Par contre, bizarrement, les rumeurs, tout le monde est au courant. Ça, c'est étrange, toi. Le truc faux qui... Voilà, ça, tout le monde est au courant. Voilà, il y a ce côté-là de mauvaise foi qu'on a dans les relations humaines qui est fatigante, quoi. Je vais prendre, par exemple, le service de cantine s'arrête fin juillet. Donc je devais trouver un nouveau prestataire de cantine pour la rentrée. Alors en règle générale, il n'y a personne qui bouge pendant juillet-août, hein, c'est les vacances. Donc je me suis débrouillé pour trouver un nouvel opérateur, mettre aux normes le matériel, acheter le matériel, etc. Tout mettre pour être opérationnel au 1er septembre pour que les enfants ils aient une cantine correcte. Et ben, j'ai eu les parents sur le truc. On ne nous a pas concertés. Ah oui, tout le monde est en vacances. Au village, il n'y a personne en vacances. Ils sont tous en vacances, on les voit sur Facebook, à la plage, tout ça. Toi, tu es là à bosser. Et puis, ils arrivent en disant c'est une honte. Ça a augmenté de 20 centimes le ticket de cantine et on ne nous a pas prévenus. Et tu dis mais tu t'es démené pendant les vacances pour débloquer la situation pour que les enfants aient un bon repas avec un prestataire. On a rajouté la traçabilité, le réchauffage sur place. Donc, on a amélioré qualitativement. Et tout ce que j'ai, c'est des parents en colère, parce qu'ils ont payé 20 centimes de plus sur le ticket de cantine et qu'on ne les a pas prévenus parce qu'ils étaient en vacances. Au bout d'un moment, on se dit, c'est un peu dur quand même. Parce qu'un bravo ou un merci, c'est très rare. J'en ai eu, hein, je dois les compter sur une main. Hein. Mais sinon, des gens qui viennent râler alors qu'on a fait des miracles, ben non, c'est... Voilà. Donc, des situations comme ça, j'en ai plein. Des gens que j'ai aidés qui... comme c'était pas assez vite, pas assez bien, ils trouvaient ça pas normal, quoi. Je pense qu'on peut gérer une commune comme une entreprise. Là, on a plus des clients, mais des usagers. Les revenus, bon, on peut générer du revenu dans une commune. Bon, par exemple, moi, la microcrèche génère du revenu pour la commune tout en apportant un service. Parce qu'au final, un service public n'est jamais gratuit. On le paye à travers ses impôts. Ça, les gens ne l'entendent pas. Ils ont l'impression de ne pas payer. Mais tôt ou tard, si ça coûte trop, on augmente les impôts. Voilà. Donc on peut aussi avoir une démarche d'entreprise en disant quel service public je veux fournir, à quel coût acceptable. Ça, c'est quelque chose qu'on peut gérer. Donc on rajoute du service et après on gère un financement. Donc on peut vraiment avoir une démarche. La difficulté, c'est que dans le domaine public, tout devient compliqué. La comptabilité publique, c'est pas comme une comptabilité privée. Moi, je pensais que c'était pareil. Ben non, moi, je me dis, bah oui, mais c'est vraiment très différent, quoi. Quand je suis arrivé dans ma commune, il y avait plein d'économies évidentes. Bon, par exemple, les chasses d'eau. 3-6 litres. Quand vous avez un petit enfant, il n'a pas besoin de 3 litres ni même de 6 litres pour... Et l'enfant, il aime bien tirer la chasse d'eau puisque c'est un signe qu'il a bien compris, etc. Donc d'un point de vue pédagogique, il faut lui laisser faire. Donc ce qu'on a fait, j'ai mis des chasses d'eau où on pouvait régler le débit. J'ai mis le débit minimum à 2 litres. Mais on a mis sur des chasses d'eau à l'ancienne, en haut. Comme ça, l'effet de hauteur permet de chasser avec moins d'eau. Voilà. Donc sur 30 enfants qui font 2 à 3 fois la chasse d'eau par jour dans une école, à la fin de l'année, c'est beaucoup. L'éclairage, pareil. Le chauffage, pareil. Pourquoi on chauffe des couloirs où il n'y a personne, sachant que les portes, de toute façon, les gens les laissent ouvertes. On a mis des détecteurs sur les lampes, parce que des fois, les gens allumaient les lumières juste avant les vacances, on devait faire une ronde, on se rendait compte que les toilettes étaient restées allumées pendant 3 jours. Donc on a mis plein de mécanismes comme ça, et on a baissé fortement. J'ai renégocié tous les contrats. Tous les contrats étaient complètement abusifs, donc j'ai baissé tous les coûts. Là, sur les frais télécom, il y avait 6 lignes télécom, alors qu'on n'en avait besoin que 2. Le problème, c'est que c'était engagé dans la durée, donc avant de pouvoir réussir à se désengager et de payer des lignes, on payait des lignes fax où il n'y avait plus de fax. Bon, alors ça, plus ça, plus ça, plus ça, on finit par dépenser beaucoup. On a fait des économies grâce à Amazon. L'ouvrier, il a besoin d'une poignée de porte, qui est cassée, on n'a pas de stock, on n'a rien. Donc, aller se déranger pour acheter une poignée de porte ou la commander, payer des frais de port, Amazon, pouf, on trouve la poignée, on commandait, on l'avait le lendemain. Enfin, on cherchait à avoir une agilité, quoi. Et on arrive à faire des choses quand même. Donc j'ai vraiment réussi à diminuer beaucoup de frais. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais avec du recul, il faut être maso.
Non, je pense qu'il y a d'autres choses dans la vie que gérer, des problèmes mesquins de personnes qui, de toute façon, sont peu reconnaissants. Alors moi, je voulais pas être... je faisais pas ça pour l'argent, mais au moins une reconnaissance de dire bravo, merci. Même ça, on l'a pas. On reçoit de la haine en retour. Donc au bout d'un moment, à part d'être vraiment maso, c'est très mortifère, quoi. Alors ce que je dis là, c'est mon expérience personnelle. Heureusement, beaucoup de mères ne subissent pas ça, heureusement. Mais j'ai aussi beaucoup d'alter-ego qui ont vécu la même chose que moi, voire pire. Donc ça dépend vraiment du village, de la dynamique du village. Moi, j'ai visité des villages où ça se passe super bien, où les gens sont super sympas. Voilà, il y a plein de choses qui bougent et j'étais presque jalouse de dire non. Voilà, donc non, je ne le referai pas. Moi, c'est une règle de vie aussi de dire merci et bravo. Voilà, donc je n'hésite pas à dire à des gens qui ont bien bossé, bravo, merci pour ce que tu as fait, et ça surprend les gens. Et ça, en management, on sait qu'on ne travaille pas que pour l'argent. Le fait de remercier ou de féliciter quelqu'un, je ne parle pas de flatterie, je parle de compliment, c'est-à-dire dire merci et dire oui, ce qui est fait là, c'est bien, bravo. Je pense que c'est important. L'être humain, il attend ça aussi. Et c'est pas dans la vie de tous les jours. Tout le monde dans la vie, il faut remercier pour un sourire, etc. Il faut remercier. Et vous verrez, moi, je le disais souvent à mes enfants, ça ouvre des portes. Là, il faut simplement dire merci, etc. Et vous verrez que les portes s'ouvrent. Vous créez une dynamique positive, quoi. Il y a un mec qui, il y a 2000 ans, a dit aimez-vous les uns les autres, et ça ne marche pas toujours, en fait. Hein. Donc je trouve que c'est dommage qu'on en soit encore à autant de haine sur les gens, quoi. Après, le bien ne fait pas de bruit. Donc il y a plein de choses positives, mais vous regardez sur les réseaux sociaux, dans les médias, on ne voit que ce qui va mal, en fait. Et on ne pense jamais au bien, en fait. On dit toujours, oui, si quelqu'un me demande si c'est quelque chose, c'est qu'il a une arrière-pensée, c'est qu'il veut m'arnaquer, c'est qu'il a... Enfin, non, c'est peut-être simplement qu'il veut être sympa, c'est tout. Voilà. Et on est toujours dans ce phénomène de peur où on croit que, voilà, on projette ses propres peurs, ses propres fantasmes sur l'autre, alors qu'en fait non, on veut juste faire des choses bien, c'est tout. C'est vraiment dommage. Je ne suis pas super optimiste sur la société actuelle. Moi, j'irais qu'un message, c'est celui que je donne à mes enfants, c'est soyez égoïstes, faites le bien. Parce que au plus vous donnerez, au plus vous recevrez. Donc c'est un très bon calcul. Faites le bien, vous verrez, on vous donnera plus que vous n'aurez donné. Donc soyez égoïste, faites le bien. Alors ça fait sourire, c'est un peu un paradoxe, mais c'est vrai, c'est vrai. Et aujourd'hui, les gens, voilà, c'est toujours des relations perdantes-perdantes. C'est dommage. Moi, je dirais plutôt aux jeunes et aux femmes, il y a 36 000 communes, 20 000 sont des petites communes. Vous avez la possibilité de prendre votre place, surtout les femmes, surtout les LGBT. Souvent, prenez votre place dans les petites communes. Là, c'est faisable. Par contre, faites-le si c'est dans un contexte où vous voyez que les gens sont prêts à avancer, quoi. Sinon, vous aurez que des bâtons pour vous faire battre, quoi. T'es fier de ça? Oui, moi je suis fier de ce que j'ai fait, oui, bien sûr, bien sûr. Une fois, je suis allé voir une personne âgée, et quand je suis rentré, elle m'a sauté au cou, elle m'a fait un gros bisou sur la joue. Et son fils qui était là, elle me dit, ah bah oui, elle vous aime bien. Ouais, ça m'a fait, ouais, ça c'est un truc qui me dit, c'est que des gouttes d'eau peut-être, mais c'est peut-être, ou des graines qu'on sait, mais oui, je pense que, moi je crois beaucoup au karma. Les gens qui m'ont fait du tort, j'ai pas de haine, j'ai pas de revanche à avoir, parce que je me dis, la plus grande revanche, c'est qu'en fait, ils vont devoir se subir eux-mêmes. Ils vont devoir vivre avec leur médiocrité, ils vont devoir vivre dans leur haine. Moi, j'ai plein d'amis, j'ai plein de trucs, moi je suis libre, je suis une personne libre. Et ces personnes-là, ils s'enferment dans leur méchanceté, et ils ne vivent que dans une aigreur, dans une noirceur intérieure. Mais qu'est-ce que je les plains? Moi, voilà, je préfère rayonner que me sombrer dans la médiocrité. Et ces gens-là, ils n'ont rien compris à la vie. C'est vraiment une expérience de la vie. Et je me dis, ces gens-là, au final, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer tout le travail, ils ne seront pas compétents, ils n'auront pas l'énergie. Moi, je repars dans une nouvelle dynamique. J'ai fait un maximum de choses, voilà, et puis maintenant, je passe à autre chose. Peut-être parfois trop intelligente dans le sens où on réfléchit à trop de choses et puis ça finit par nous anesthésier. Parfois, il faut y aller, il faut y croire, et puis vous direz que l'univers vous sourit. Voilà, ça, c'est important. Oui, il faut oser, ça, c'est important. Alors, c'est marrant, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelques jours, c'est un hétéro mâle cisgenre blanc, il dit « T'es fier de ce que tu es ?» Il m'a dit « J'essaye d'être la meilleure version de moi-même. »
Et je pense que c'est vrai, il faut essayer de... Et tant que personne trans, il ne faut pas se mentir à soi-même. Et faire sa transition, c'est aussi une transition spirituelle, c'est aussi une transition essayer d'être soi-même et d'être aussi la meilleure version de soi-même. Voilà. Et ça, c'est important, et c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai beaucoup appris, j'ai fait pas mal de choses, et je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut essayer de donner la meilleure version de soi-même, être fier de ce qu'on est. De toute façon, on n'a de compte à rendre à personne, à part soi-même. Hein, voilà. Et donner l'exemple, l'exemplarité, c'est important aussi. Il y a tellement de mauvais exemples actuellement que d'être des personnes positives qui donnent l'exemple, c'est important. Donc j'espère que j'ai donné l'exemple à plein de petits garçons, de petites filles, de petits LGBT qui un jour diront bah, « moi je pourrais être mère aussi ». Donc c'est bien, c'est bien. Donc oui, je suis fier de ça, quoi. Est-ce que j'aurais fait les choses de la même manière? Oui, je crois que oui, parce que de toute façon, on passe son temps à gérer des contraintes, en fait. Donc, les contraintes, ça aurait été les mêmes. Donc oui, j'aurais, avec du recul, est-ce que j'y aurais été? Je ne sais pas. Oui, j'ai peut-être été naïve. La difficulté, elle est venue de là où je ne m'y attendais pas, quoi. Notamment au sein de mon conseil, où des gens de mon équipe ont joué double jeu, m'ont trahi, ont menti. Enfin, c'est moche quand même. Je trouve ces gens-là, je ne sais pas comment ils se regardent dans une glace, quoi. Donc là, tu as 60 secondes pour répondre à un maximum de questions. Oh là, soit ça... oui, soit non. Oui, clairement oui. Oui, mais ils ne savent pas ce que c'est. Très grande ville, non. Je pense que ce n'est pas les mêmes difficultés. Oui, ça c'est clair, oui, c'est... Oui, elle est vitale. Ça dépend sur quel aspect, et ça dépend les villages. Il y a des villages, il y a une vraie solidarité, il y a des villages où c'est cloche-merle en fait. Non, j'ai plus d'opposants, oui. Les gens, des neutres ou des opposants, quoi. Oui. Ah oui? Oui, on peut ne pas faire de compromis, oui, bien sûr. Non. Non, j'ai pas besoin de ça, moi, en fait. Beaucoup de gens sont mères parce que, en fait, ça flatte leur ego, ça leur donne une importance. Moi, non. Donc, au final, j'ai fait le taf. J'ai plus de satisfaction à être un modèle pour les jeunes trans qu'être mère. Oui. Oui, je pense que ça a bien évolué, même si dans les médias, c'est un peu instrumentalisé de manière politique. Mais dans les discussions que j'ai avec des élus de droite, de gauche, des gens, au final, les gens sont bien plus bienveillants sur ce sujet-là qu'on pourrait le penser. Moi, je dirais vive la vie. Hein. Alors, si j'ai droit à plusieurs choix, c'est vive l'amour, vive la vie. C'est la même chose, en fait. Hein. C'est ça qui... La vie et l'amour, c'est la même chose, quoi. Je pense que l'amour est l'énergie de la vie. Voilà. Mais ça a un sens plus spirituel, en fait. Je pense que l'énergie vitale, c'est l'amour. C'est ça qui donne la vie. Au sens propre comme au sens figure. Bah, toujours plus d'amour, en fait. Moi, je fais tellement de belles rencontres. Voilà, c'est encore de belles rencontres. Spirituelles, de belles rencontres philosophiques. Je rencontre des gens bien et le bien attire le bien, les belles personnes attirent les belles personnes. Ça, j'en suis convaincu aussi. Donc voilà, continuez à faire des belles rencontres, appréciez chaque instant. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas, seul compte le présent. Donc oui, vivez des bons moments, des belles rencontres, voilà, c'est ça. Le reste, je ne suis pas une personne matérialiste. Je n'ai pas d'ego, je ne suis pas matérialiste, donc non, voilà, c'est vraiment des choses simples. La vie, l'amour, des belles rencontres.